Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Depuis la destruction du Temple, les Juifs ont été exilés sur la surface de la terre. C'est ce que l'on appelle la diaspora juive à travers le monde. Mais chaque diaspora, chaque communauté s'est construite sur des valeurs, sur des approches très spécifiques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'histoire de la communauté juive de Tunisie. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui, le privilège, de recevoir Colette Bismuth Jarassé, qui a écrit ce livre avec son époux, que nous allons recevoir dans quelques instants, sur les synagogues de Tunisie, monument d'une histoire et d'une identité. Alors, Colette, si vous voulez bien nous raconter ce qui est à l'origine de cette œuvre exceptionnelle sur l'histoire des Juifs de Tunisie. Eh bien, comme vous le savez, mon mari est historien de l'art et avait déjà un passé, je dirais, lié à l'histoire juive et notamment aux synagogues. Il avait déjà écrit sur les synagogues de France, les synagogues du monde. Et étant passionné par ce sujet, il voulait encore m'entraîner vers des recherches en France. Et c'est à ce moment-là que j'ai considéré que ça suffisait pour la France, mais qu'il y avait peut-être d'autres lieux à explorer, et notamment la Tunisie. C'était l'occasion de retourner en Tunisie, d'avoir le courage de retourner en Tunisie tout en ayant un alibi. Lorsque vous arrivez en Tunisie, comment est-ce que vous entreprenez ce travail de découverte et de retrouvailles avec tous les lieux qui sont présentés dans ce livre, toutes ces synagogues, toutes ces yeshivot, tous ces lieux de vie communautaire. Est-ce que les accès sont si simples que cela ? Alors, à vrai dire, au départ, on ne pensait pas du tout à une étude aussi fouillée. On était parti sur l'idée de Tunis et Djerba. C'était une manière de découvrir aussi Djerba que nous ne connaissions pas. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte, lors du premier voyage d'ailleurs à Djerba, que nous n'avions pas les clés pour entrer dans ce monde et dans ce domaine pour faire ce que nous voulions faire. Donc moi j'ai commencé à faire des démarches en France parce que j'ai compris qu'il fallait avoir des autorisations, puisque lors de notre premier voyage, mon mari s'est retrouvé au poste de police parce qu'il a fait des photos et que nous n'avions pas les autorisations. Donc, dès ce retour de Djerba, j'ai décidé de prendre les choses en main, de contacter l'ambassade, de savoir comment il fallait procéder pour être dans la légalité, pouvoir travailler. Donc, les choses étaient claires. Sur nos autorisations, il était bien dit que nous travaillions sur les synagogues de Tunisie. Et donc, à chaque voyage, j'étais en contact avec ces responsables qui nous délivraient, qui nous demandaient combien de temps nous allions passer, quelle ville nous allions visiter, et nous délivraient une autorisation qu'ils nous remettaient très souvent à l'arrivée à l'aéroport. Effectivement, c'est ce qui nous a permis de faire un travail aussi long, aussi fouillé, grâce à ces autorisations qui ont entraîné d'ailleurs non seulement le fait de pouvoir travailler, mais c'est qu'aussi sur place, lorsque nous arrivions, il y avait les gens dans les offices touristiques qui tout de suite se mettaient en quelque sorte à notre service. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir qu'on nous accompagnait, on nous ouvrait les édifices. Et même lorsqu'il y avait quelques réticences de la part des nouveaux propriétaires, les responsables allaient jusqu'à obliger les gens à ouvrir les synagogues. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, c'est qu'une fois, lorsque on nous a ouvert une de ces fameuses synagogues, la personne qui était à l'intérieur m'a tout de suite dit « Mais où est-ce que je vais vivre maintenant ?» Et il a fallu tout le temps rassurer, expliquer que nous n'étions pas là pour régler des comptes, pour refaire une histoire, mais simplement pour revoir ces édifices religieux et que nous n'avions aucune intention d'aller au-delà de cette visite et de ce travail. Alors, vous avez vécu vous-même en Tunisie, comme vous nous l'avez dit. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez ces synagogues, pour la plupart malheureusement, des vestiges, délabrés? Est-ce qu'il y a un sentiment de déchirure, de peine, de tristesse lorsque vous redécouvrez tout cela ? Alors, à vrai dire, moi, je ne connaissais que Tunis. Je suis née à Tunis, je fréquentais des petites synagogues familiales ou la grande synagogue, puisque j'allais déjà au jardin d'enfants de la grande synagogue. Et donc,
je connaissais ce grand édifice, mais déjà à Tunis, j'ai découvert des oratoires comme celui de la famille Fréwa que je fréquentais, mais d'autres oratoires minuscules déjà à Tunis qui montraient en fait la manière dont le culte se déroulait, comment il était pratiqué en Tunisie. Et pour moi d'ailleurs, la grande synagogue reste, comme ici d'ailleurs, une synagogue de la représentation. Moi, je me souviens des mariages, je me souviens des... Mais finalement, pour moi, l'oratoire du grand rabbin Chaim Belaïch ou des petites synagogues qu'on a retrouvées, même si maintenant elles sont en piteux état, bien sûr, parce qu'elles ont été abandonnées, que les gens sont partis. C'est quand même la trace d'une manière de pratiquer le judaïsme. C'est aussi la trace de l'existence des Juifs partout en Tunisie. Et donc, bien sûr, l'histoire a changé, l'histoire s'est terminée, mais malgré tout, on a pu quand même retrouver toutes les traces de cette existence juive. En l'occurrence, si on voit les derniers lieux de vie comme Djerba, les petites synagogues, petites ou grandes synagogues, sont toujours entretenues, sont toujours vivantes, parce que Djerba reste, je dirais, le dernier lieu de vie juive de Tunisie. Comment vous pourriez qualifier la vie juive qu'il y avait en Tunisie ? Vous êtes arrivé ensuite en France. Est-ce que vous avez senti, vous, une différence dans la façon de vivre au quotidien son judaïsme ? Alors, disons que moi, j'habitais pas très loin de la grande synagogue. J'allais au jardin d'enfants de la grande synagogue. On fréquentait régulièrement, puisqu'il y avait la maison communautaire derrière. Il y avait des spectacles. On a encore des photos de spectacles qui se déroulaient là. Il y avait une pratique religieuse qui était quand même très familiale, très communautaire. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs où on se déplaçait dans Tunis avec des bougies tressées des fleurs pour des fêtes. On traversait bien sûr le quartier Lafayette, où il y avait beaucoup de Juifs, pour aller à la synagogue. Il n'y avait pas vraiment... on menait une vie juive assez simple, assez... Maintenant, l'arrivée en France a été complètement différente. Il faut dire que la France est un autre monde. C'est la dispersion, déjà. On vivait dans un univers qui était petit. Et lorsque j'ai quitté la Tunisie, sur le bateau qui nous emmenait, je ne savais pas où j'allais. C'est-à-dire que pour moi, l'univers, c'était la Tunisie, c'était Tunis. La France, oui, on l'étudiait dans les livres d'école, mais autrement, elle n'avait pas de réalité. Nous avions des maîtresses françaises, mais la réalité française, c'était terrible. Disons que l'arrivée au port de Marseille, sous la neige, ne laisse pas de bons souvenirs. Et vraiment, il y a une histoire d'avant, il y a la vie d'avant et la vie d'après, puisque nous sommes partis pour des vacances de Noël qui ne se sont jamais terminées. Comment vous faites vivre en vous, aujourd'hui, ce souvenir de la Tunisie ? Est-ce que c'est dans un quotidien ? Est-ce que c'est dans des goûts ? Est-ce que c'est dans des odeurs que vous arrivez à transmettre aussi cette connaissance de la Tunisie et du judaïsme de Tunisie ? Alors, il y a quelque chose que j'ai eu la chance de connaître et de vivre, et qui est un héritage extraordinaire. C'est le fait que ma grand-mère ne parlait que l'arabe. Alors que, donc, étant l'aînée d'une famille, et sa sœur, après plusieurs filles, sa sœur est devenue directrice d'une école. Elle n'avait pas été scolarisée, ne parlait que l'arabe. Et le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire, et que la Tunisie et que mon histoire ait pu me faire, c'est l'arabe. C'est-à-dire que je pense en arabe, je vis en arabe, malgré moi. Je continue le dialogue avec ma grand-mère. Et pour moi, c'est la Tunisie qui est avec moi, qui sera avec moi malgré tout. Donc, c'est vrai que mes enfants ne parlent pas l'arabe, mais je crois que par ma manière de vivre, par mon intérêt, par mon obsession de la Tunisie, comme beaucoup de mes amis, je crois que le judaïsme et la Tunisie se confondent,
et qu'ils font partie de moi et de la génération et de ma génération. Et je pense que justement, c'est extrêmement important puisque mes enfants, nos enfants, ont fait une partie des voyages avec nous. Pas les 23 voyages, heureusement pour eux, mais beaucoup de voyages. Et pour eux, c'était extrêmement important de partager ça et de connaître cela. Et c'est pour ça qu'ils sont très concernés, très touchés, ça fait partie de leur vie. Lorsque nous, aujourd'hui, nouvelle génération, entre guillemets, on pense à la Tunisie, on a une idée un peu bipolaire, avec d'un côté Tunis, de l'autre côté la Djerba. Est-ce que la vie juive était identique dans ces deux lieux emblématiques de la Tunisie? Absolument différents. Disons qu'entre Tunis, en l'occurrence, on parle bien de Tunis et Djerba qui étaient nos deux pôles de recherche, et ce n'est pas un hasard puisque ce sont deux mondes. Il n'y a pratiquement très peu de choses de commun, très peu de choses en effet en commun, bien sûr le judaïsme, mais dans la manière d'être juif, dans la manière de vivre le judaïsme, on est vraiment aux antipodes. Tunis, c'était la modernité, on avait envie de s'émanciper, on avait envie de ressembler aux Français, on avait envie d'être évolué. Le juif tunisien est un juif évolué, entre guillemets. Djerba, c'est un autre monde, c'est d'ailleurs un monde que j'ai découvert, que ma mère avant moi avait voulu découvrir puisqu'elle avait fait un voyage à Djerba avec ses amis. Et donc, Djerba, il fallait que je le connaisse. Et là, c'est un monde qui s'ouvre d'authenticité, de vie juive au jour le jour, je veux dire, où on se sent léger, débarrassé, c'est-à-dire on se sent juif. On se sent uniquement juif, pas, je ne sais pas, simplement juif, ce qui est quand même tellement extraordinaire, avec une proximité, avec des petits villages juifs où tout est prêt, où les gens vivent à côté, vivent ensemble, une vie vraiment enviable. Donc c'est un autre univers et en même temps, c'est un paradoxe parce que les Juifs de Tunis imaginaient toujours que les Juifs de Djerba étaient arriérés, avaient des idées, des préjugés sur les Juifs de Djerba. C'est peut-être pour ça que ma mère a eu envie d'y aller. Et en fait, ce judaïsme, il est simple, il est authentique, il est vivant, il est léger. Et donc, moi, je trouve que c'est un judaïsme à découvrir et surtout la richesse de ces synagogues, la manière de pratiquer encore le culte, la possibilité d'être encore juif. Et justement, je dirais que Djerba, à mon avis, ce sera la fermeture du judaïsme. Peut-être, j'espère qu'il n'y aura pas de fermeture, mais c'est le lieu où souffle encore l'esprit juif, et j'espère encore pour longtemps. Colette Bismuth-Jarassé, merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert cette histoire personnelle. On le ressent dans vos propos, dans votre sensibilité, dans la façon dont vous le rapportez. Et que ce livre-là puisse effectivement peut-être inspirer et rappeler à tous ceux qui ont vécu cette histoire, ou les enfants, les deuxième, troisième générations, qu'ils puissent effectivement puiser une énergie du passé pour vivre leur présent et leur avenir. Merci. C'est leur histoire. Merci beaucoup. À vous. L'histoire des Juifs de l'île de Djerba, en Tunisie, remonte à des temps très anciens. La communauté est traditionnellement séparée en deux. Le petit quartier au sud et le grand quartier, à 6 km au nord. Les deux villages étant organiquement liés et en même temps structurellement opposés. La communauté juive de Djerba est l'une des plus connues d'Afrique du Nord, en raison de sa longévité exceptionnelle et du pèlerinage annuel de la synagogue de la Griba, à l'occasion de la fête juive de Lag Baomer, rassemblant des milliers de participants. La renommée de cette synagogue emblématique est basée sur de nombreuses traditions et croyances. Ainsi, elle contiendrait des restes du temple de Salomon. Selon une légende locale, la Griba aurait été fondée par des prêtres venus de Jérusalem. Des Kohanim se seraient installés sur l'île après la prise de Jérusalem et l'incendie du temple de Salomon par Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ.
Les Kohanim auraient emporté des éléments du temple détruit. Les visiteurs peuvent voir une pierre incorporée à l'une des voûtes de la synagogue et qui serait la pierre originale rapportée de Jérusalem. Selon une autre tradition, les Juifs locaux seraient les descendants de rescapés ayant fui Jérusalem après la destruction du Second Temple par les Romains en 70. Selon une troisième tradition locale, la griba fut construite à l'endroit où vivait une jeune fille dans une cabane faite de branchages. Un soir, sa hutte prit feu et l'incendie terminé, les habitants de la colline s'approchèrent de la cabane réduite en cendres et y découvrirent la jeune fille morte, mais épargnée par les flammes. Réalisant qu'il s'agissait d'une sainte, ils entamèrent la construction de la griba sur le lieu même de l'incendie. Dans la synagogue, une niche située en dessous de l'arche sainte indique l'endroit où le corps de la jeune fille aurait été trouvé. L'actuelle synagogue, modeste bâtiment au reflet bleuté, est composée de 2 salles couvertes avec divers rajouts architecturaux. Les bâtiments adjacents servent de logement aux pèlerins. L'atmosphère religieuse y est entretenue par des lampes à huile et des chants psalmodiés. Le pèlerinage annuel inclut une visite à la synagogue, des actes de charité, des prières et la participation à l'un des 2 cortèges qui ont lieu pendant les 2 derniers jours. Le lustre est décoré de symboles représentant les 12 tribus d'Israël, les noms des rabbins tunisiens vénérés, les noms des 3 patriarches et des 4 matriarches, et des bénédictions en l'honneur de Rabbi Meir Baal et Rabbi Shimon Bar Yochai. Le cortège ressemble ainsi à une cérémonie de mariage qui symbolise l'union mystique entre le peuple d'Israël et la divinité. D'après une coutume locale, des femmes viennent déposer des œufs marqués au nom d'une jeune fille célibataire à l'endroit où, selon la tradition, le corps d'une jeune fille aurait été trouvé. L'œuf, laissé près d'une bougie pour la durée du festival, est ensuite retourné à la célibataire qui, après l'avoir mangé, serait sûre de trouver un époux. Les revenus du pèlerinage de la synagogue de la Griba sont reversés aux vieux habitants du village ainsi qu'aux étudiants locaux en Torah. Dominique Jarassé, merci de nous rejoindre. Vous avez coécrit cette œuvre exceptionnelle sur les synagogues de Tunisie. On a l'occasion de vous connaître pour vos œuvres généralement monumentales sur les synagogues de France, les synagogues européennes, les grandes synagogues majestueuses. Lorsqu'on traverse ce livre sur les synagogues de Tunisie, on peut se poser la question, mais comparé à ces synagogues monumentales, où est-ce que nous en sommes? Des petites synagogues, des petits oratoires, de très nombreux oratoires. Comment est-ce que vous, spécialiste d'histoire, de l'architecture, des synagogues, comment est-ce que vous avez trouvé un épanouissement à travers ces constructions qui peuvent apparemment sembler anodines? C'était justement la situation un peu paradoxale et qui faisait qu'au début, lorsque ma femme avait évoqué ce projet, j'avais quelques difficultés. Pourquoi ? Parce que quand je travaille en France ou en Allemagne ou ailleurs, je dispose d'archives, de documentation, et les synagogues, c'est de l'architecture, comme nous sommes ici à Buffo, une architecture qui a été faite par des architectes que je connais bien, dont je connais les habitudes, je connais la formation. Là, tout d'un coup, il s'agissait d'entrer dans un autre monde. Alors, je dirais que d'une certaine manière, il fallait changer de perspective et être moins historien de l'art et historien de l'architecture, même si j'ai fait des découvertes qui méritent largement d'entrer dans le corpus des grandes synagogues du monde, mais un regard peut-être plus anthropologique. Et donc, de ce fait, j'avais un petit peu d'appréhension. Sauf, bien sûr, par exemple, la grande synagogue de Tunis, pas de problème. Là, j'avais un architecte formé à l'école des Beaux-Arts, vous voyez, donc je savais de quoi j'allais parler. Mais lorsqu'il est apparu qu'il fallait aussi aller à Djerba, je ne savais pas grand-chose. J'avais vu la Griba, bien évidemment, mais enfin, on ne sait pas dater des édifices comme ça. C'est tellement retravaillé, reconstruit, ça appartient à une longue histoire, mais en même temps, ce que vous avez sous les yeux est en grande partie du XXe siècle. Donc, j'étais un peu démuni. Mais, en même temps, cette approche des synagogues, eh bien, c'est pour moi une découverte assez bouleversante.
on oublie les grandes synagogues, on oublie le fait que je suis toujours à la recherche d'un architecte. Quand j'arrive à Zarzis, on me dit que la synagogue a été construite en 2000, parce qu'elle était malheureusement brûlée, l'ancienne, au moment de Sabra Shatila. Je me dis, ah, enfin une synagogue moderne. Là, je vais avoir des plans, je vais avoir un architecte. Rien du tout. Le président de la communauté, M. Soufir, me dit, mais on l'a fait nous-mêmes. On a reconstruit nous-mêmes telle qu'elle était. Et voilà, ça me fait comprendre, si vous voulez, quelque chose, c'est que mon approche d'historien de l'architecture n'était pas adéquate. Alors, on s'est plongé dans la culture et surtout les rencontres, les gens, pour essayer de comprendre. Évidemment, Djerba est très, très particulier. Et là, nous avons eu la chance d'avoir des initiateurs, disons-nous, des gens qui nous ont introduits dans cette communauté et avec qui nous avons passé des jours entiers à parler des grands rabbins, parler de quel était le statut du rabbin à Tunis. Ce sont des hommes qui ont un impact, qui ont modelé la vie et qui ont donné leur nom aux synagogues, parce que très souvent, c'était eux qui les avaient créés, ou bien c'était des oratoires qui dépendaient d'eux. Enfin, on était vraiment dans un autre monde. Donc, l'idée était évidemment de faire tout de même, et il y a des plans, il y a surtout aussi des plans de ville pour montrer où est la synagogue. C'est toujours très, très significatif. Est-ce qu'il était simple de toujours les retrouver, ces synagogues? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne reste plus rien, ou plus personne pour les indiquer, pour vous orienter dans vos recherches? C'était la grande difficulté. C'était la grande difficulté. Donc là, nous sommes partis avec des principes de recherche assez basiques. Nous avons des recensements qui indiquent qu'il y a des juifs, parce que, évidemment, pas les recensements récents, mais jusqu'à la fin des années 30, on a des recensements disant qu'il y a tant d'Israélites dans telle ville. Et on s'est dit, bon, dès qu'il y en a une trentaine, quarantaine, ils ont peut-être fait une synagogue. Donc vous imaginez, parfois, on arrivait dans une ville, on ne savait rien, aucune archive, aucune indication, sauf, parfois, tout de même, ma femme, qui avait téléphoné à 10 000 personnes, arriver à trouver quelqu'un qui était de Kasserine, il faut trouver un juif originaire de Kasserine, et qui, au téléphone, nous disait, voilà, vous êtes devant la gare, alors vous allez à tel endroit et tout. Et là, on arrivait, c'était très précieux, parce qu'il se trouve que justement à cet endroit-là, les gens nous disaient, oh mais non, il n'y a jamais eu de synagogue ici. Nous nous heurtions de temps en temps, évidemment, à une peu de mauvaise foi, peut-être même une grande ignorance, parce que ça remontait à loin. Parce que pour se faire ouvrir un édifice, de temps en temps, il fallait venir 3 ou 4 fois. Et puis en Tunisie, on vous dit « venez et on verra ». Jamais vous n'avez rendez-vous en partant de Paris. Et donc, de ce point de vue, c'était à longueur de temps des découvertes, mais des découvertes extraordinaires, qui ne correspondaient pas toujours, si vous voulez, à ce qu'on pouvait attendre en termes de qualité architecturale, sauf à Djerba. Ça, j'ai même écrit des choses spécifiques sur Djerba, parce que là, les Juifs de Djerba ont été capables d'inventer un type de synagogue en utilisant les matériaux apportés par les colons, c'est-à-dire le ferraté. Vous voyez, on se dit, bon, ça va être horrible. Mais non, une subtilité de conception de la synagogue sur plan carré, avec un lanterneau de 12 fenêtres, qui n'est possible que parce qu'on a les ferratés colons, j'insiste. Autrefois, les petites synagogues, elles sont voûtées, elles sont étroites, et elles ont à peu près 2 mètres de large, parce que c'est la portée extrême d'un morceau de palmier. Les synagogues anciennes, c'est ça. Là, tout d'un coup, on a des synagogues quand même d'une certaine prestance, mais avec une subtilité dans l'éclairage, vraiment une symbolique. Ils se sont appropriés, si vous voulez, des matériaux courants pour redonner une nouvelle forme de synagogue et qu'ils sont disséminés dans tout le Sud, puisque tout le Sud est en fait, je dirais, colonisé, entre guillemets, par les Djerbiens, et ils réalisent ce même type de synagogue depuis Gabès jusqu'à Ben Gardan ou Tataouine. Donc ça, c'était une découverte extraordinaire. Alors, effectivement. Alors, on va revenir, bien sûr, sur quelques synagogues emblématiques de la Tunisie. Est-ce que l'on peut profiter de l'occasion pour retracer également l'histoire des Juifs de Tunisie, puisque ce livre-là, finalement, ce n'est pas qu'un livre sur les synagogues de Tunisie, c'est la vie juive de Tunisie. Alors, souvent, lorsque l'on parle avec des amis de la Tunisie, on fait remonter la présence des Juifs immédiatement après la destruction du premier temple de Jérusalem, avec les prêtres du temple, avec une pierre de l'édifice du temple de Jérusalem qui serait arrivée à Djerba. Est-ce que l'on a quelque chose, vous êtes historien, est-ce que l'on a quelque chose qui puisse aller dans ce sens, ou est-ce que juste une tradition orale qui passe de génération en génération? Oui, je dirais que c'était d'ailleurs aussi une des questions qui me mettait à la limite un peu mal à l'aise au départ. C'est que moi je suis un historien du 19e et du 20e siècle, vous voyez, et je me disais, mais si je tombe sur des édifices du 14e siècle, je ne vais pas savoir, je ne vais pas avoir les clés, si vous voulez, de compréhension. Mais je vous rassure tout de suite, nous n'avons jamais rencontré une synagogue du XIVe siècle. Parce que l'histoire des Juifs de Tunisie est une histoire à éclipses. De longues éclipses même parfois. Alors, il y a évidemment ce substrat légendaire
très beau, très important, parce que ça crée ce lien tellement fort entre Djerba et la Terre Sainte. Hein, la pierre, la porte même, dit-on, puisque des fois on dit que le village s'appelait Diret, qui voudrait dire la porte. Enfin bon, des choses qui ne sont évidemment pas attestées par l'histoire ou par l'archéologie. Sur le plan archéologique, on a quand même la preuve qu'il y avait des Juifs à l'époque, si ce n'est carthaginoise, du moins romaine. On a deux magnifiques mosaïques de pavements, donc de synagogues, qui sont extraordinaires et qui attestent qu'il y avait des Juifs au temps des Romains. Mais on le savait aussi par les textes, si vous voulez, Tertullien ou quelques autres. Donc il y a évidemment cette présence mythique, ce lien que l'on crée quelquefois aussi entre Carthage, les Phéniciens et le fait qu'il y ait eu des Juifs avec eux n'aurait rien d'extraordinaire. Long Moyen-Âge, très long Moyen-Âge, parce qu'il y a évidemment un épanouissement des Juifs pendant la période romaine. Ils avaient donc des synagogues. Il y avait des synagogues. Il y a des mosaïques qui montrent leur présence. Tout à fait. À Mamlif, enfin à Naro et à Kélibia, dernièrement, on l'a trouvée pendant que nous étions, c'est pas nous, mais nous l'avons, elle a été trouvée pendant que nous faisions nos recherches, hein, donc c'est tout récent. Donc c'est bien attesté, et il y a des objets, il y a des lampes, que Carthage, mais la Carthage même, je dirais, romaine et chrétienne, et accueilli des Juifs, je crois que c'est quelque chose d'absolument évident. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la façon dont ils vivaient leur judaïsme à l'époque je dirais, ils étaient comme disait ma femme tout à l'heure, c'est-à-dire que les Juifs de Tunis se sont francisés, et bien les Juifs de Carthage se sont romanisés, ils ont des noms romains, sur les plaques ils ont des noms romains, des fonctions romaines, enfin, ils sont totalement intégrés. C'est la force, du judaïsme, de cette capacité de maintenir une identité tout en s'intégrant de manière extrême pour survivre. Et le fait que la communauté juive ait survécu en Tunisie, c'est quand même assez extraordinaire. Parce qu'après, vous avez la reconquête de Justinien, par exemple. Eh bien là, les Juifs sont très mal vus, très très mal vus. Arrivent les Vandales, dont le nom, évidemment, est un peu désobligeant, mais les Vandales sont plus tolérants que les Byzantins. Et les Juifs se réépanouissent pendant une centaine d'années où la Tunisie est sous l'occupation des Vandales. Et puis arrive donc le Justinien, et puis ce sont les Arabes qui arrivent. Et là, alors là, c'est d'une grande complexité, on ne va pas entrer dans les détails, les dynasties qui ont régné là-bas, mais disons que c'est une alternance. Vous avez des périodes d'épanouissement où les Juifs peuvent véritablement, tout en ayant le statut de dhimmi, ça c'est un principe, mais le dhimmi peut survivre et peut, maintenir sa culture. Et puis il y a un moyen d'application tout à fait, plus ou moins de la rigoureux. Dima qui est plus ou moins rigoureux selon les périodes. Selon les périodes, exactement. C'est-à-dire que par exemple, à Kérouan, évidemment, ville extraordinaire, tellement fondamentale dans l'histoire, eh bien, est-ce un hasard qu'au moment où Kérouan est une grande ville brillante, qui rayonne, eh bien, il y a une yeshiva à Kérouan qui est absolument majeure. C'est pas à vous, monsieur le rabbin, que je vais apprendre le nom de ces rabbins dont nous avons eu la chance de retrouver les noms inscrits dans la synagogue de Kérouan, car il y avait une synagogue à Kérouan, mais construite en 1930. Simplement, continuité de l'identité, affirmation et fierté de cette grande histoire. Ils écrivent, il y a un Eichal avec 5 portes et autour il y a des plaques de marbre. Eh bien, ils font des hommages. Alors, non seulement à Shimon Bar Yochai, et ainsi de suite, ça c'est grande tradition tunisienne. Tout à fait. Mais aussi les plaques du sang. C'est 3 des grands rabbins de la yeshiva qui ont laissé des textes fondamentaux et tout. Là, on est autour de fin 10e, début 11e. Là, c'est un grand moment d'épanouissement. Il y a une production rabbinique, littéraire extraordinaire. Et puis arrivent les Fatimides. Alors les Fatimides, vous savez, ils ont eu une attitude un peu partagée avec la Tunisie parce qu'ils étaient d'abord à Kérouan, ensuite ils ont créé Mahdia, qui est aussi une ville extraordinaire, et puis ils ont préféré aller en Égypte, créer le Caire. Si bien que ce sont d'autres dynasties qui se sont installées, mais contre les Fatimides, qui eux-mêmes ont envoyé en représailles des tribus venant d'Arabie Saoudite, on les appelle les Hilaliens, qui alors eux sont des terribles, des rigoristes, et qui vont quasiment décimer la communauté sous la menace, conversion ou la mort, à peu près. Alors là, on a des périodes complètement obscures. On ne sait même pas comment ces communautés ont pu survivre, comment elles... On parle parfois de marane, entre guillemets, c'est fort possible. Mais là, on a quand même quelques siècles jusqu'à ce que d'autres
dynasties prennent le pouvoir, et tout particulièrement alors, au XVIIe siècle, là, je dirais, les choses s'arrangent, et Tunis devient aussi, XVIIe, XVIIIe siècle, Tunis devient aussi une grande école juive, une grande yeshiva avec une grande production. Kérouan, c'est fini, parce que de toute façon, les Juifs n'ont plus le droit d'être à Kérouan depuis le XIIe siècle à peu près, et ils n'y rentreront de nouveau qu'avec les Français, en 1883. Donc voilà, c'est une histoire à éclipse, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on arrive à une centaine, plus de 100 000 Juifs en Tunisie, autour des années 1930, par là. Alors, à Tunis, pour dire quand même quelques mots de cette, évidemment, synagogue essentielle, puisque c'était la grande synagogue qui remontait au Moyen-Âge, très certainement pour ses structures premières, modifiées très fréquemment, car les Juifs s'installent au Moyen-Âge, justement à Tunis. Bon, Tunis n'est pas non plus une ville aussi ancienne que Carthage, mais ils s'installent, il y a toute une légende là aussi évidemment intéressante, ils s'installent, on leur fixe un quartier, ce qui va devenir la Hara, et donc ils ont le droit d'avoir des synagogues à l'intérieur, bien sûr pas trop hautes. C'est pour ça l'argument, il ne faut pas dépasser les bâtiments. La synagogue, elle était dans la Hara, il n'y avait donc pas tout juste à côté une mosquée ou quoi que ce soit, et de toute façon elle aurait été plus haute. Mais la rigueur, des fois, dit pas plus haute que les maisons musulmanes. Alors, ça peut peut-être expliquer que pour aller dans la synagogue, l'ancienne synagogue de Tunis, il fallait descendre une dizaine de marches, effectivement. Mais c'est le seul argument qu'on puisse vraiment trouver. Après, il y a aussi les bouleversements de ce quartier qui ont fait que, lorsqu'on l'étudie dans les années 1920 et 30, le sol, c'est le principe de l'archéologie, est peut-être monté d'un mètre ou d'un mètre 50. Mais il est indéniable que l'on descend dans la synagogue de Tunis. On descendait. C'est vraiment très particulier. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer cette dualité dans la vie juive de Tunisie, où il y a d'un côté les habitants de Tunis qui sont là, ou de Tunisie qui sont là depuis des générations, et ceux qui arrivent de Toscane, que l'on va appeler les Grana, oui, et qui vont former une nouvelle communauté à l'intérieur de la communauté, avec quelques tensions assez palpables, oui, entre les deux communautés. Quelle est l'origine de cette importation? Bien sûr, c'est intéressant parce que ça montre bien aussi que le judaïsme tunisien n'était absolument pas fermé, mais qu'il recevait des apports de l'extérieur. On aurait pu évoquer, par exemple, l'apport de Juifs venant directement d'Espagne avec les Morisques. C'est le cas de Testour, où il y avait elle a écroulé, mais il y avait une magnifique synagogue. Les Juifs arrivent en même temps que les Morisques, créent la ville de Testour, qui est, sur le point de vue de l'architecture, c'est là, très très beau, c'est l'architecture andalouse, mais les Juifs sont avec eux. Entre guillemets, ils amènent leurs Juifs. Donc, vous voyez, il y a eu des apports. Alors, la question des Grana est un peu plus tardive, et donc le fait que des Juifs d'Espagne aient été autorisés à s'installer dans le Grand-Duché de Toscane, en particulier à Livourne, là encore pour dynamiser le commerce, et les accords qui se passent entre, justement, la Tunisie, les beys de Tunis et le Grand-Duché de Toscane font qu'on va tolérer, si vous voulez, que des Juifs qui sont, alors ils sont revenus au judaïsme, à Livourne, hein, c'est pas des maranes. Hein, ils ont retrouvé leur judaïcité. Ils sont réaffirmés comme juifs et ils sont donc connus comme juifs, donc ils ont le droit de venir. Ça ne pose pas vraiment de problème, parce qu'il y a des juifs en Tunisie. Je veux dire, il n'y a pas de rejet systématique des juifs. C'est plus des raisons commerciales. Il n'en faut pas trop, parce que peut-être qu'ils vont manger le commerce, et ainsi de suite. Et puis il y a les rivalités avec les Twensa, hein, les Grana et les Twensa. Ce qui est significatif, par exemple, c'est que nous avons cherché, mais nous ne l'avons pas retrouvé, mais nous avons retrouvé au moins l'impasse. Il y a une impasse qui s'appelle Djema al-Grana, c'est-à-dire, et qui est dans le quartier européen. Enfin, ce qu'on appelle le quartier européen, c'est le quartier franc, hein, c'est-à-dire près de la porte de France, parce qu'eux sont arrivés comme Italiens. Ils étaient très fiers. Et puis au bout d'un moment, il y a un bey qui leur a dit « Mais attendez, vous êtes juifs, donc vous avez vous aussi à aller vous installer du côté de la Hara ». Et c'est ce qui a donné le souk El Grana, qui est un des grands souks de la partie nord de la Médina, qui mène justement à la Hara. Et alors, là, au début, ils étaient très peu nombreux, donc ils se sont intégrés, mais ils ont marqué leur particularisme. Et puis au XVIIIe siècle, comme ils sont plus nombreux, ils ont eu l'autorisation aussi de laisser entrer plus de familles, ils décident d'avoir leurs propres institutions. Mais ils habitent tout de même la Hara, la grande synagogue livournaise, hein, elle est rue Esnadli, dans la Hara, pas loin de la grande synagogue Twensa. Donc ils ne fréquentaient pas les mêmes synagogues? Non. Le même Beth Din, le même tribunal rabbinique? Non, ils ont leur grand rabbin.
ils ont leur grand rabbin, ils ont leur beddin, ils ont leur section au cimetière. Et encore aujourd'hui, quand on visite le grand cimetière du Borgel, pourtant cimetière qui a été créé seulement à la fin du 19e siècle, il y a un mur qui s'écroule, je vous rassure, il s'écroule. Mais il y a un mur entre la partie livournaise et la partie tunisienne, si vous voulez. Ce particularisme a été quand même assez fort, avec le sentiment, si vous voulez, pour les Granats, qu'ils étaient européanisés par les Italiens. Très vite, ils se sont aussi intégrés aux institutions françaises. Ils ont favorisé l'implantation de l'Alliance. Les Granats n'y sont pas pour rien, vous voyez, avec parfois un peu de mépris vis-à-vis, bien sûr, des Juifs taïnsois, d'où le fait que pendant longtemps, il y a eu assez peu de mariages mixtes, mais là aussi, il y a beaucoup de mythes. Mais ça a tout de même, et vous le précisez dans votre ouvrage, ça a tout de même facilité l'importation de recueils de livres imprimés, d'études de Torah, de Talmud, de Kabbale, qui n'étaient pas encore arrivés en Tunisie jusqu'à présent. Oui, et je dirais même également des livres qui avaient été faits par des rabbins tunisiens, parce que c'est un des grands problèmes, justement, de ce trésor de production qui n'a pas été imprimé. Parfois, ils ont été imprimés à Livourne, justement. Il y a eu quand même des échanges, bien sûr. Alors, dans le reste de la Tunisie, à certains endroits, vous avez des Juifs livournais qui s'installent et qui jouent un rôle très important. Il y a des communautés qui sont fortement livournaises. Je pense par exemple à Madia, où c'était quand même les Livournais qui tenaient le haut du pavé et qui ont mis en place une synagogue. Même à Djerba, ce qui est très significatif, vous savez, Djerba, c'est deux villages profondément juifs, bien. Quand arrive, dans les années 1870, un Juif livournais, eh bien, il s'installe dans la petite ville, Umtsuk, et il crée sa première synagogue. Là, j'étais ravi. Une date, 1878. Vous imaginez, enfin une synagogue datée, grâce au fait que c'était évidemment une synagogue livournaise. Mais, plan de synagogue djerbienne, lanterneau, plan carré, salle séparée pour la Torah, enfin, vraiment, là encore, ils ont beau s'appeler Pariente, et ils ont construit une synagogue tunisienne, je dirais même djerbienne, qui existe toujours d'ailleurs, et qui fonctionne toujours pour tous les commerçants qui sont dans le souk de Umtsuk et qui peuvent utiliser dans la journée cette synagogue. Alors on se rapproche de l'époque moderne, entre guillemets, 1881, le protectorat, l'aspiration de ce judaïsme qui va découvrir un nouveau statut, qui va espérer devenir français totalement. Comment est-ce que ça se passe entre les tenants de la tradition ancestrale et cette nouvelle culture qui arrive avec des gros sabots sur un territoire complètement différent? Tout à fait. Qui avait déjà pénétré, hein, j'ai fait allusion à l'Alliance. Elle est là dès les années, fin des années 1870. Il est vrai aussi que la Tunisie elle-même s'est ouverte. La Tunisie n'est pas le pays arriéré que l'on croit au XIXe siècle, même si la Tunisie était ruinée pour diverses raisons. Il y a un mouvement tout de même. Alors, on peut toujours se gausser un petit peu du fameux pacte fondamental de 1857 qui accorde à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, le statut de citoyen tunisien et tout. Bien sûr que dans les mentalités, ça ne s'est pas fait, mais c'est comme en France en 1791, vous, vous doutez bien que ce n'est pas le jour au lendemain qu'un juif devient un citoyen comme les autres. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Mais donc il y a une ouverture, il y a une italianisation très forte, avant même que les Français ne réussissent à poser leur protectorat. Donc les Juifs ont déjà, quand même, dans certaines villes, et en particulier à Tunis, déjà bien évolué, si vous voulez, quand les Français arrivent. Donc ils sont tout à fait mûrs pour accepter cette modernité, ces nouvelles structures. Mais les Français sont tout de même aguerris par l'exemple algérien. Et ils ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont fait en Algérie. C'est-à-dire, première chose, créer des consistoires très très vite, dès les années 1840, on crée des consistoires et on envoie des rabbins alsaciens pour prêcher dans les synagogues d'Oran, d'Alger ou d'ailleurs, et c'est quand même pas très judicieux. Mais bon, ils l'ont fait, on est dans les années d'intégration, je dirais. La deuxième chose, évidemment pas de décret Crémieux. C'est peut-être ça aussi, entre guillemets, pour certains, une erreur. Donc l'intégration et la nationalité française, les Juifs y auront accès, comme les musulmans qui le souhaitent, ils étaient moins nombreux à le souhaiter évidemment, mais ils auront accès personnellement, parce qu'ils auront fait la guerre, parce que, oui, il y a des raisons, mais pas un mouvement de francisation aussi poussé qu'en Algérie, de sorte
Et d'une certaine manière, c'est peut-être heureux, mais c'est aussi le statut du protectorat, de sorte que les Tunisiens vont justement réussir à préserver leur identité très fortement, en ayant la capacité à avoir encore toute leur vieille synagogue dans la Hara, avec des petits oratoires qui s'écroulent, et puis de commencer à investir les quartiers neufs. Par exemple, la synagogue de la rue de la Loire est très intéressante parce qu'elle est faite par un richissime juif qui avait son palais à côté, qui avait créé un théâtre, le théâtre Cohen. Eh bien, il fait une synagogue et c'est là que tout le monde va aller se marier, et ainsi de suite, très tôt, avant même que l'on dispose de la grande synagogue de l'avenue de Paris, qui est maintenant l'avenue de la Liberté, mais qui n'est, elle, inaugurée qu'en 1937. Car ces braves Tunisois ont mis 30 ans à la construire, cette grande synagogue de Tunis, sublime, vraiment superbe, mais 30 ans. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, à la limite, la synagogue moderne, c'était la synagogue de la rue de la Loire, qui était juste à côté de la cathédrale, en quartier européen. Donc vous voyez, ce glissement, ce passage, c'est ça qui m'a toujours semblé fascinant, justement, dans l'usage qu'ont les Juifs tunisiens de la synagogue, de l'oratoire et tout cela, c'est que c'est pas une vraie rupture, c'est une adaptation, et de ce fait, il y a des oratoires pour des gens plus traditionnalistes, et puis des grandes familles qui vont avoir l'oratoire familial, où certains d'ailleurs se vanteront de ne pas mettre les pieds, parce qu'ils sont tellement évolués qu'ils ne vont plus dans l'oratoire, mais ils ont l'oratoire quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes âgées, et puis il y a les gens du quartier. Enfin, il y a voilà une interaction très très intéressante entre cette aspiration de modernité, mais cette capacité à garder, je dirais, la tradition, et même des fêtes, si vous voulez. Ça se voit bien à travers les fêtes, comment elles sont pratiquées dans toutes ces synagogues et dans toute la Tunisie. Elles sont pratiquées de manière très traditionnelle. Vous voyez, il y a un attachement, Shimon Bar Yochai, on vient de le citer, tout ça. Ma femme évoquait les bougies dans la rue. Tout cela était, je crois, très, très fort, parce qu'ils ne se posaient aucune question d'identité, ces gens-là, je crois. On n'en parle pas souvent, mais je voudrais juste échanger un mot avec vous sur ce point-là. La rafle du 9 décembre 1941 des Juifs de Tunisie, dans la grande synagogue de Tunisie. Tout à fait. Quel est le statut? Comment est-ce que les nazis imposent un certain comportement et certaines restrictions aux Juifs qui vivent en Tunisie? Ah oui, avec l'occupation. Oui, effectivement, beaucoup de gens ignorent qu'il y a eu une occupation allemande, mais une vraie occupation allemande, avec commandant Tour. Et les Juifs ont subi deux choses. Ils ont subi donc des restrictions, des évictions, et ainsi de suite, mais aussi les camps de travail. On a pléthore de photos qui montrent les gens qui sont embarqués, volontaires ou pas volontaires, pour aller travailler. Ils ont la pelle sur l'épaule. Et il y a eu des gens qui ont été tués, il y a eu vraiment des exactions allemandes très, très, très importantes. Et pour certains, ça a été jusqu'à la déportation. Il y a au cimetière du Borgel un monument sur lequel il y a la liste des déportés juifs tunisiens. Dominique Jarassé, merci beaucoup. Il y aurait tant à dire sur, on l'a compris, depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours, sur l'histoire des Juifs de Tunisie, avec cette Tunisie qui se transporte finalement au gré des départs de ces Juifs de Tunisie et qui vivent actuellement dans le monde entier et qui souvent, des fois, recréent la même synagogue. C'est le dernier chapitre de notre livre. Nous avons suivi les Juifs de Tunisie, à Sarcelles, à Marseille et en Israël, reconstituant parfois les synagogues, les rites, n'en parlons pas, mais les synagogues, jusqu'à refaire la griba en Israël, dans le Negev. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Exactement, une histoire très très riche de transmission également. Merci beaucoup Dominique Jarassé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.